Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire qui durera environ 1 heure pour vous en tant que nouveaux employeurs. Vous allez pouvoir poser vos questions, bien évidemment, dans la zone conversation tout au long de ce webinaire. Laure Brasdil, qui fait partie du pôle d'expertise juridique, vous répondra tout au long de ce webinaire. Vous pourrez également liker les questions, puisque en fin de webinaire, nous allons prendre quelques questions pour répondre et revenir peut-être un peu plus en détail sur certains sujets qui vous intéressent le plus. Et puis, nous allons également vous montrer l'ordre du jour qui va être notre fil conducteur tout au long de ce webinaire. Alors, on va bien sûr évoquer la réduction générale de cotisations et de contributions patronales, la réduction des taux de cotisation d'assurance maladie et d'allocation familiale, puisqu'il y a eu beaucoup d'évolutions en 2025, les exonérations qui sont liées à l'embauche d'un apprenti, là aussi avec des évolutions très récentes, puisque c'était même au cours de l'année 2025. On parlera un petit peu pour ceux qui sont concernés, notamment dans le BTP, dans le bâtiment, les travaux publics, de la déduction forfaitaire spécifique. Et puis, on finira par les offres d'accompagnement de l'URSSAF, que ce soit avec le titre emploi-service entreprise, on y reviendra tout à l'heure, ou avec mon conseil URSSAF. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Anne-Judith Bernard, qui est responsable du pôle régional d'expertise juridique. Bonjour Anne-Judith. Bonjour Agnès. Et nous allons commencer donc par la réduction générale des cotisations et des contributions sociales. Est-ce que déjà, dans un premier temps, vous pouvez nous rappeler les principes généraux et puis également le calcul de cette cotisation? Tout à fait Agnès. Alors, de toute façon, il faut savoir que la réduction générale est accessible aux employeurs soumis à l'obligation d'assurer leurs salariés contre le risque d'assurance chômage. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, sont éligibles les salariés titulaire d'un contrat de travail et relevant à titre obligatoire du régime d'assurance chômage. Donc, éligibilité également des titulaires d'un contrat de formation en alternance, d'un contrat d'insertion. Par contre, inéligibilité des mandataires sociaux, non titulaires d'un contrat de travail au titre de leur fonction technique et ne relevant pas de l'assurance chômage. Inéligibilité également des stagiaires. Donc, pour les salariés éligibles, ils sont éligibles dans la mesure où leur rémunération annuelle est inférieure à 1,6 fois le SMIC. Donc, au niveau du SMIC, une exonération totale des cotisations et contributions sociales éligibles, puis une réduction dégressive jusqu'à 1,6 fois le SMIC, soit, comme on vous l'a indiqué sur le diaporama, 2 882,88 € bruts par mois. Et on verra justement quelles sont ces cotisations et ces contributions éligibles tout à l'heure. Tout à fait. Alors, ce calcul, il est un petit peu complexe, donc on va essayer de vous l'expliquer de manière un peu plus simplifiée. D'abord, c'est un calcul individualisé, c'est-à-dire que le montant de la réduction est calculé par salarié et par contrat. S'il y a un CDD qui est renouvelé ou transformé en CDI, la réduction se calculera sur l'ensemble de la période couverte par ces contrats, dans la limite de l'année civile, bien évidemment. Ensuite, c'est un calcul annualisé. Le montant de la réduction est calculé sur la base des rémunérations dues au titre de la période d'emploi correspondant à une année civile. La formule de calcul, on vous l'indique sur ce diaporama, c'est un coefficient qui est déterminé au moyen de la formule qui est indiqué sur ce diaporama. Et on va la détailler en suivant. Oui, justement, parce que ce petit principe-là, le fait, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quand même assez compliqué. Alors, il y a un petit souci technique par rapport à, justement, voilà, le paramètre de la formule de calcul du coefficient de réduction. Donc, justement, ce paramètre P, il correspond exactement à quoi? Alors, ça correspond à la somme des cotisations patronales d'assurance sociale, maladie, vieillesse et allocation familiale, au Fonds national d'aide au logement, le FNAL plus précisément, qui est au taux de 0,10 pour les entreprises de moins de 50 salariés, à la contribution sociale pour l'autonomie, à une partie de la cotisation accident du travail maladie professionnelle, qui est de 0,46 points jusqu'au 30 avril,
et 0,50 points à partir du 1er mai 2025. Des contributions patronales Agirc-Arrco qui représentent pour le cas général 6,01 points au niveau du SMIC. Puis des contributions d'assurance chômage, donc jusqu'au 30 avril 2025, 4,05% et 4% à partir de mai 2025. Ce qui veut dire au 1er mai 2025, la valeur T sera pour un FNAL à 0,10%, donc pour les entreprises de moins de 50 salariés, à 31,93%. Ça, c'est pour le paramètre T. D'accord. Et du coup, les paramètres de la formule de calcul du coefficient, donc on a une histoire aussi de SMIC de référence. Est-ce qu'on peut le voir de manière un peu plus détaillée là aussi, parce que c'est justement sur cette formule de calcul qu'on a souvent des problématiques pour arriver à retrouver un petit peu l'exonération exacte. Alors, tout à fait, Agnès. Donc, au niveau du SMIC de référence qui est retenu dans la formule de calcul, c'est celui en vigueur au 1er janvier 2025. Donc, pour un salarié à temps plein, sur toute l'année, dans une entreprise où la durée collective et la durée légale de travail, c'est-à-dire 35 heures, le montant annuel du SMIC est égal à 1820 fois le SMIC en vigueur au 1er janvier, c'est-à-dire, plus précisément, 21 621,60 € bruts par an. Ce SMIC pourra aussi être corrigé dans le cas d'une durée de travail différente d'une durée d'un temps plein, pour les temps partiels, mais aussi pour des suspensions de contrat, avec maintien ou pas de rémunération, et aussi pour les entrées et sorties en cours de mois. Ensuite, concernant les heures supplémentaires ou complémentaires, il y a une spécificité. Donc, éventuellement, elles peuvent majorer la valeur du SMIC, mais attention, ce sont celles entendues au sens du droit du travail. Et elles sont comptabilisées pour une unité, c'est-à-dire sans majoration. Voilà. La rémunération mensuelle à prendre en compte, toujours pour le calcul de ce coefficient pour la réduction générale, c'est la somme ça correspond à toutes les sommes versées en contrepartie du travail soumises à cotisation sociale. Les salaires, les indemnités de congés payés, les indemnités, les primes, les avantages en nature ou en espèces. Ok, merci Anne-Judy. Justement, alors, on voit que cette exonération, elle est quand même importante, mais toutes les cotisations et contributions ne sont pas concernées. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur un peu, là aussi, préciser quelles sont ces cotisations et ces contributions sociales? Tout à fait. Donc, les cotisations exonérées, ce sont les cotisations sociales, assurance maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse. On parle des cotisations patronales, hein, bien évidemment. Les cotisations d'allocation familiale, les cotisations AT-MP, de retraite complémentaire légalement obligatoire, c'est-à-dire Agirc-Arrco, le FNAL, le Fonds national d'aide au logement, la cotisation solidarité pour l'autonomie et les cotisations d'assurance chômage. Ok, ça c'est déjà beaucoup plus clair de voir ce qui n'est pas concerné. Alors après, on a ces fameuses règles de cumul. Alors il y a des possibilités de cumul, des possibilités ou des impossibilités de cumul. Là aussi, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision par rapport à ça? Évidemment. Donc, les règles de cumul. Donc, les principes de non-cumul, tout d'abord. Hein. Donc, la réduction générale des cotisations patronales ne peut pas se cumuler avec une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales. Par exemple, on peut vous donner l'exemple d'exonération ZRR, les exonérations aide à domicile. ZRR pour les zones de revitalisation rurale. Oui, bien sûr, les zones de revitalisation rurale. Avec l'application de taux spécifiques, comme pour les artistes du spectacle. Avec l'application d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisation, comme les animateurs. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité d'appliquer l'exonération de votre choix. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte, en cours d'année, que l'exonération, la réduction des cotisations patronales est plus intéressante que l'exonération ZRR de zone de revitalisation est plus intéressante, vous pouvez changer en cours d'année. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Vous pouvez, comme c'est indiqué dans le diaporama, la décision n'est pas irrévocable. Si vous choisissez de ne pas appliquer une exonération totale ou partielle des cotisations dont vous auriez pu bénéficier, vous pouvez alors appliquer la réduction générale. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est bien expliqué, encadré dans ce diaporama. Et en revanche, il y a des possibilités de cumul. Alors, effectivement, il y a des possibilités de cumul. Par exemple, à l'application des taux réduits d'assurance maladie et d'allocation familiale, qu'on verra dans le chapitre suivant. Oui. La déduction forfaitaire patronale au titre des heures supplémentaires. C'est une déduction forfaitaire
de 1,5 € par heure supplémentaire sur les cotisations patronales dues sur ces heures-là. Voilà. Et également aussi, pour certaines professions bénéficiant de taux spécifiques, comme pour les VRP multicartes. Et également, possibilité de cumul avec la DFS, c'est-à-dire la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Il s'agit d'un pourcentage de réduction qui est appliqué pour certaines professions, comme pour les professions du bâtiment, du transport public. Voilà. On y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. Tout à fait. Alors justement, la réduction des taux de cotisation d'assurance maladie et d'allocation familiale, on voit quand même qu'au cours de cette année 2025, il y a beaucoup de choses qui étaient prévues depuis le 1er janvier, mais il y a aussi un certain nombre de choses qui ont évolué au cours de ce premier semestre déjà. Donc on va rentrer un peu plus dans ce détail-là. Et déjà, quels sont les principes là aussi par rapport à cette réduction de taux? Alors, concernant cette réduction des cotisations assurance maladie et allocation familiale, on voit que c'est à peu près au départ les mêmes conditions que pour la réduction générale des cotisations. C'est-à-dire, l'employeur doit être soumis à l'obligation d'assurer ses salariés contre l'assurance chômage. Et concernant les salariés, ce sont les mêmes conditions. C'est-à-dire que ce sont les salariés qui sont titulaires d'un contrat de travail et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime d'assurance chômage. Donc, les contrats aussi de formation, d'insertion, en alternance. Toujours pareil, inéligibilité des mandataires sociaux qui sont non titulaires d'un contrat de travail et inéligibilité des stagiaires. Qui déjà, de toute façon, ne rentrent jamais dans l'effectif de l'entreprise. Tout à fait, Agnès, tout à fait. Donc, comme vous pouvez le voir, par contre, une autre modalité de calcul. Par exemple, pour le taux réduit de la cotisation maladie, sont éligibles les salariés dont la rémunération n'excède pas 2,25 SMIC pour sa valeur au 1er janvier 2025. On vous a mis entre parenthèses, à quoi ça correspondait. C'est-à-dire que là, par exemple, pour le taux réduit maladie, sont éligibles les salariés dont la rémunération n'excède pas 4 054,14 € brut par mois. Concernant le taux réduit d'allocation familiale, sont éligibles les salariés dont la rémunération n'excède pas 3,3 SMIC pour sa valeur toujours pareil au 1er janvier, c'est-à-dire 5 946,07 € brut par mois. Voilà pour ces détails. Ça a un petit peu diminué en fait, c'est-à-dire qu'on était plutôt sur 2,5 et 3,5 et on arrive sur 2,25 et 3,30. Tout à fait, Agnès, tout à fait. Donc, cette détermination, là encore une fois, comment on fait? Alors, toujours pareil, on est toujours dans la référence à la rémunération annuelle pour l'appréciation de ce seuil. Donc, la rémunération prise en compte pour déterminer l'éligibilité correspond à toutes les sommes versées en contrepartie d'un travail soumis à cotisation. Les salaires, les gains, les indemnités, les primes, les avantages en nature et en espèces. Le SMIC à retenir est toujours à peu près la même chose que ce qu'on a dit pour la réduction générale des cotisations. C'est-à-dire, pour un salarié rémunéré à temps plein sur une entreprise dont la durée collective est égale à la durée du travail, c'est aussi le plafond, c'est le montant annuel du SMIC est égal à 1820 fois le SMIC en vigueur au 1er janvier. On vous a bien mis la valeur brute entre parenthèses. La valeur du SMIC aussi retenue doit être corrigée en cas de temps partiel, en cas de suspension de contrat, avec maintien ou pas sans maintien, en cas d'entrée ou sortie en cours de mois. Et ensuite, les heures supplémentaires ou complémentaires pouvant éventuellement majorer le SMIC sont prises en compte pour une unité sans majoration et évidemment dans le sens heures supplémentaires et complémentaires au sens du droit du travail. Bien sûr. Et donc là aussi, on va arriver sur les règles de cumul. Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec déjà cette exonération de ce côté-là? Alors, au niveau des taux réduits maladie et allocation familiale, il est possible de le cumuler avec la réduction générale des cotisations. Oui, tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Ou avec une autre exonération partielle ou totale de cotisation. Voilà, ce dont on a parlé tout à l'heure aussi. C'est cumulable avec l'application de taux spécifiques d'assiette ou de montants forfaitaires de cotisation. Là, on vous a donné des exemples, entre parenthèses, pour les artistes du spectacle, les mannequins, la base forfaitaire des sportifs, les animateurs de centre de l'art. Un peu plus pour les associations, ça. Voilà, tout à fait. Mais il était intéressant quand même de le préciser. Absolument. Et aussi, au niveau du cumul, avec l'application de la déduction forfaitaire spécifique, dite DDFS, qu'on abordera un peu plus en fin de webinaire.
Ça, c'est les règles de cumul. D'autant plus intéressant de le préciser que les associations sont aussi des employeurs. Donc, à ce titre-là, nous pouvons en avoir parmi notre public aujourd'hui. L'idée, c'est quand même un petit peu de venir de moins en moins sur cette réduction. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme perspective par rapport à ça? Alors, justement, il est prévu qu'à partir de 2026, ce soit supprimé. Ces mécanismes de réduction de taux d'allocation familiale et d'assurance maladie et d'allocation familiale soient supprimés. En contrepartie, parce qu'il y a une contrepartie quand même, la réduction générale des cotisations sera modifiée. C'est-à-dire qu'elle s'annulera uniquement au niveau d'une rémunération à 3 SMIC, au lieu de 1,6 SMIC actuellement. Voilà. Donc c'est quand même une modification importante. C'est important, et en plus peut-être que ça va un peu simplifier quand même, parce que là on avait vraiment des taux modulables et dégressifs sur beaucoup de choses. Là bon, même si on sait que cette réduction générale elle est un peu complexe à calculer, mais enfin au moins il n'y en aura plus qu'une. Voilà, ce sera beaucoup plus simple pour les employeurs. Bien sûr. Merci beaucoup pour ça. On va arriver sur les apprentis. Alors là, il y a eu pas mal de changements quand même dans l'année. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur le contrat d'apprentissage? Qui est vraiment concerné? Parce qu'on a toujours en tête que ce sont les très jeunes, etc. Mais on peut s'apercevoir qu'on peut faire des contrats d'apprentissage un peu plus tard. Et donc, ça peut être intéressant aussi pour éventuellement des personnes qui veulent se reconvertir. Tout à fait. Alors, on peut préciser tout d'abord en introduction que tout employeur peut conclure un contrat d'apprentissage. Voilà. Quel que soit le secteur d'activité ou la forme juridique de l'entreprise. Donc, sont éligibles au contrat d'apprentissage. Donc, les jeunes de 16 ans à 29 ans, au maximum au début de leur apprentissage, bien sûr. Les jeunes qui auront 15 ans entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année civile et qui ont terminé leur année de 3e. Les personnes ayant plus de 29 ans dans les cas suivants. Alors, je vais vous en donner quelques-uns. Donc, les personnes reconnues en situation de handicap, donc travailleurs handicapés, les sportifs de haut niveau, et par exemple, les personnes ayant un projet de création de reprise d'entreprise et dont la réalisation dépend de l'obtention du diplôme. Voilà. Donc, voilà quelques exemples de personnes éligibles au contrat d'apprentissage. Et peut-être, alors c'est intéressant juste de le repréciser parce qu'on a souvent cette question, c'est qu'il faut que le contrat soit signé avant cette date-là. Mais c'est pas grave si on dépasse, par exemple, on commence un contrat à 28 ans, on va dépasser donc à la fin les 29 ans. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment la date de signature. Et après, est-ce qu'il y a un âge où vraiment on peut plus être en contrat d'apprentissage? Oui, tout à fait, il y a un âge et cet âge-là est de 35 ans. D'accord. Alors, les exonérations, quelles sont-elles là aussi sur ce contrat? C'est là où il y a eu pas mal de changements au cours de l'année. Donc, pas d'exonération de cotisations patronales. Voilà. Mais par contre, on peut appliquer la réduction générale des cotisations. Au niveau des cotisations salariales, un gros changement cette année. C'est-à-dire que à partir du 1er mars, d'accord, les cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle sont exonérées dans la limite de 50% du SMIC. Antérieurement, c'était 79% du SMIC. Petit changement. Autre changement concernant l'exonération de la CSG-CRDS. Donc, les contrats conclus à compter du 1er mars 2025 sont exonérés de CSG-CRDS dans la limite de 50% du SMIC. Jusqu'à présent, jusqu'au au 28 février 2025, c'était 100%. C'est une exonération totale de CSG-CRDS. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, côté employeur, il n'y a pas de changement, à part les aides financières, mais ce n'est pas dans le sujet des cotisations sociales. Côté salarié, par contre, ils vont payer plus de cotisations, mais c'est bien les contrats, là aussi, signés à partir du 1er mars 2025, ça veut dire que jusqu'au 28 février, c'est vraiment sur l'ancienne réforme, donc les 79% et l'exonération totale de CSG-CRDS. Tout à fait. Après, est-ce que on a quelque chose qui vient? Qu'est-ce que ça a comme incidence en fait sur l'embauche d'un apprenti, sur tout ce qui est cotisation de la contribution de la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage? Alors, concernant la contribution à la formation professionnelle, dans les entreprises de moins de 11 salariés, les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution. Concernant la taxe d'apprentissage,
les employeurs normalement assujettis à la taxe d'apprentissage peuvent en être exonérés mensuellement lorsque cumulativement, important cette notion, cumulativement, ils occupent au moins un apprenti et que la masse salariale mensuelle qui est prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations n'excède pas 6 fois le montant du SMIC en vigueur au cours de la période d'emploi, c'est-à-dire soit 10 810,80 € brut. Attention, condition cumulative. Hein. Oui, ça c'est vraiment important. Très important. Il faut vraiment qu'il y ait les deux. Et autrement, si vous avez un apprenti, mais que vous dépassez les 10 810,80 €, vous ne pouvez pas bénéficier de cette exonération. Parce que c'est la masse salariale mensuelle. Hein. Tout à fait, il faut bien le préciser. Ensuite, parce que ces conditions pour bénéficier de cette exonération seront appréciées chaque mois. Et pour bénéficier de l'exonération au titre d'un mois considéré, l'entreprise doit satisfaire ces 2 conditions cumulatives le mois précédent. Ça veut dire que dans l'année, on peut avoir des mois où on est exonéré et des mois où on n'est pas. Exactement. Donc ça, c'est au niveau de la DSN que ça se déclare. Très bien. Effectivement, parce que c'est quand même une grande différence cette année, au moins pour les apprentis, c'est-à-dire que vous, en tant qu'employeur, il faut aussi leur expliquer cette différence parce qu'ils vont se trouver un petit peu, ils vont plus avoir le même salaire net, et donc ça peut être intéressant de bien comprendre le mécanisme, de savoir comment ça se passe, parce qu'ils ont toujours des amis qui vont avoir eu un contrat d'apprentissage peut-être en début d'année ou en septembre l'année dernière, et eux vont arriver, ils n'auront pas pour un même montant de SMIC payé, finalement, ils n'auront pas le même net puisqu'ils ne paieront pas les mêmes cotisations. Exactement. Et puis, ça dépend aussi de la date de conclusion du contrat. Ah, bien sûr. Voilà, c'est très important aussi de le mettre en avant. Alors, un petit mot sur cette déduction forfaitaire spécifique, notamment dans le secteur du bâtiment, parce que là, effectivement, tous les secteurs d'activité ne sont pas concernés. On va peut-être rappeler rapidement le principe général et les applications. Alors, donc, la DFS, déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Donc, elle ne s'applique qu'à certaines professions, d'accord ? Certaines professions qui peuvent appliquer cette déduction forfaitaire spécifique en fait, plus précisément, tout simplement, c'est un taux d'abattement qui est appliqué sur l'assiette des cotisations. Et le montant de ces déductions, il est plafonné par salarié et par année à 7 600 €. Bon, ça, c'est une information générale. Pour pouvoir bénéficier de ça, il faut que, normalement, le salarié doit supporter des frais lors de son activité professionnelle. Et l'employeur doit être en mesure de les justifier. Voilà. Avec cette modification, donc de la DFS, d'accord. Il y a aussi ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a une suppression progressive de cette DFS. Qui a déjà commencé il y a 2 ans. Enfin, c'est la 2e année. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on va donner un exemple qui est celui-là. Hein, au niveau de la construction, au 31 décembre 2021, le taux de la DFS était de 10%. D'accord ? Et depuis le 1er janvier 2024, ce taux est réduit de 1 point chaque année jusqu'à être supprimé en 2032. Voilà, jusqu'à sa suppression. Dans la mesure et par tolérance, depuis le 1er janvier 2022, le bénéfice de la DFS, de la déduction forfaitaire spécifique, est admis dans le secteur de la construction, même en l'absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié. Voilà, c'est une tolérance. D'accord. Parce que la sortie progressive, effectivement, c'est quand même, ça a des conséquences à la fois sur l'employeur et sur le salarié. Voilà. Mais on a le choix d'accepter cette déduction. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, ça c'est un accord. Voilà, on n'est pas obligé. C'est un accord qui doit avoir entre l'employeur et le salarié, parce que ça a des répercussions à la fois sur ses cotisations mais aussi sur les prestations. Exactement, sur les prestations. Retraite par exemple, hein. Voilà, donc ça il faut quand même un accord entre le salarié et l'employeur. Alors, soit ça est un accord à durée déterminée, par exemple pour 1 an, donc ça veut dire que chaque année l'employeur devra revenir vers son salarié pour lui refaire signer cet accord, ou alors il n'y a pas de date limite dans l'accord qu'il a signé avec son salarié. À ce moment-là, on n'aura pas besoin de revenir tous les ans vers le salarié. Et ça, c'est très important en cas de contrôle, de bien vérifier que, voilà, les inspecteurs du recouvrement, par exemple,
vérifient ce genre de données. D'accord. Les inspecteurs de l'URSSAF. De l'URSSAF, oui, pardon. Ok. Et donc cette suppression, bon, elle est dans le secteur, c'est un dispositif transitoire. On a vu que c'était 1 point par an, sauf les 2 dernières années, parce qu'autrement il n'y avait pas assez de dates, qui seront de 1,5 point pour les 2 dernières années, c'est ça? Tout à fait, Agnès. Est-ce que par rapport à ça, vous vouliez rajouter quelque chose ou Non, je pense que j'ai tout dit concernant le consentement. Voilà. Et de toute façon, pour plus de détails, vous avez plus d'informations sur le diaporama. D'accord. Voilà. Et puis de toute façon, on vous met des liens également dans la conversation pour que vous puissiez vous référer aussi à des références soit sur ursaf.fr, soit sur le BOSS, le bulletin officiel de la sécurité sociale. Exactement. Merci beaucoup, Anne. Je vais prendre un petit peu le relais avec les offres d'accompagnement de l'URSSAF et notamment pour les employeurs avec un service qui s'appelle le titre emploi service entreprise, le TES en résumé. En fait, si vous voulez, c'est une offre de service de simplification pour l'emploi de salariés, notamment pour les formalités sociales et pour la gestion, pour simplifier votre gestion de vos salariés, des déclarations sociales liées à vos salariés. Alors, l'idée, c'est d'adhérer à ce dispositif. C'est totalement gratuit, bien évidemment. Une fois que vous avez adhéré, vous aurez en fait un formulaire à compléter qui servira de déclaration préalable à l'embauche, qui est vraiment la formalité que tout employeur doit faire avant la prise de fonction de son salarié pour être couvert et que si malheureusement il arrivait quelque chose juste quand la personne passe la porte de votre entreprise, s'il lui arrivait quelque chose pour que vous soyez et qu'elle soit également bien couverte. Et ça sert également de contrat de travail à partir du moment où vous ferez signer ce document par votre salarié, par vous-même, et que vous lui remettrez une copie. Pour autant, comme c'est une offre de simplification, il y a des mentions qui ne sont pas forcément précisées, mais que vous pouvez rédiger à côté. C'est notamment dans le cadre d'un temps partiel, si vous souhaitez le préciser, avec ce que vous devez faire également, avec les jours travaillés, le nombre d'heures, etc., les changements, etc. S'il y a mettons des clauses de confidentialité ou de non-concurrence, ça il faut que vous le rédigiez également de manière séparée. Ensuite, une fois que vous avez fait ce contrat, si c'est un contrat à durée indéterminée, un CDI, vous le faites une seule fois. Si c'est un CDD, vous le faites à chaque fois que vous avez un CDD, bien évidemment, même si la personne peut éventuellement revenir plusieurs fois. Et si ce sont des contrats, je ne sais pas s'il y a des personnes de la restauration, des employeurs de la restauration parmi les participants, mais en tout cas, si vous avez des extras, c'est exactement la même chose. Vous devez en faire un à chaque fois que vous prenez un extra. Une fois que cela est fait, vous avez un volet social, c'est-à-dire que sur ce volet social, vous allez déclarer la période d'emploi, le nombre d'heures, le montant du salaire. Vous allez également préciser s'il y a des avantages en nature ou des frais professionnels. Et puis, si vous êtes mandataire social de votre entreprise, c'est-à-dire que si vous êtes président de votre SASU ou président ou directeur général de votre SAS, ou si vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire d'une SRL, vous êtes assimilé salarié et donc dans ce cas-là, vous devez également réaliser des bulletins de salaire et faire des déclarations sociales nominatives tous les mois. Vous pouvez adhérer aussi au titre emploi-service entreprise pour déclarer vos propres éléments de rémunération. Et ce volet social, ça va avoir quoi comme conséquence? C'est que dès que vous allez le valider, le lendemain, si c'est un jour ouvré, vous aurez le bulletin de salaire qui sera mis à disposition dans votre espace employeur. Vous aurez également le calcul des cotisations et des contributions et on vous fera un décompte de cotisations une fois par mois pour payer l'ensemble des cotisations et des contributions sociales, y compris si vous-même ou vos salariés sont soumis à l'impôt sur le revenu. Il y aura aussi le prélèvement à la source et l'URSSAF, encore une fois, dont c'est le principe, reversera à l'ensemble des organismes les cotisations, les contributions sociales et à l'administration fiscale la partie impôt sur le revenu. Fera également un état récapitulatif par grande famille de cotisations, un mensuel et un récapitulatif global annuel. Ça, c'est pour la personne ou le professionnel qui fait la comptabilité de votre entreprise. Et il y aura également l'attestation fiscale
pour vos salariés, puisque ça permettra de vérifier justement les déclarations d'impôts, puisque ces montants-là remonteront automatiquement dans la déclaration d'impôts. C'est important aussi, notamment pour éventuellement des salariés qui ont plusieurs employeurs. Ça permet de vérifier tous les montants qui remontent des différents employeurs, parce que chacun donnera les informations liées à la déclaration qui doit être indiquée sur la déclaration d'impôt. Le principe, si on prend un peu une temporalité, on est au mois de juin, donc on va prendre cet exemple-là. Si vous avez une personne qui est employée au mois de juin, il va falloir faire ce volet social, donc la déclaration du montant du salaire, on va dire, avant le 5 au soir du mois de juillet. Pourquoi ? Parce que le 6, vous aurez ce fameux décompte de cotisation. Et par contre, pour payer les cotisations, vous ne les paierez que le 15 août. Il y a toujours ce décalage. Et nous, entre les deux, à partir du 6, on va faire les déclarations sociales nominatives, qui sont les nouvelles déclarations que tous les employeurs doivent faire chaque mois pour l'ensemble de leurs salariés. Et avec cette déclaration unique, ce sont tous les organismes qui vont aller chercher les informations dont ils ont besoin, que ce soit des organismes collecteurs ou des organismes prestataires ou des organismes qui font les deux. En tout cas, vous n'avez qu'une seule déclaration à effectuer. Alors, effectivement, c'est quelque chose d'assez complexe, avec des logiciels aussi assez complexes. Donc, soit vous pouvez passer par cette offre de ce service de l'URSSAF, le titre emploi-service de entreprise, soit vous pouvez passer bien sûr par un tiers déclarant qui peut être également votre expert comptable. Voilà, ça c'est une offre dont on voulait vous parler pour voir si peut-être certains d'entre vous le connaissez déjà, ou peut-être pour certains d'entre vous ce sera quelque chose que vous pourrez bien évidemment, auquel vous pourrez adhérer. Et puis, pour tout le monde, je dirais, il y a mon conseil URSSAF. Alors, si vous voulez, c'est plutôt un ensemble de solutions qui sont gratuites. Il y en a peut-être, s'il y a des nouveaux créateurs depuis pas très longtemps qui ont bénéficié d'une autre offre qui rentre aussi dans mon conseil URSSAF avec mes premiers mois avec l'URSSAF, qui s'adresse notamment aux indépendants, notamment les travailleurs non salariés, avec une offre d'accompagnement de 15 mois. Et puis, plus spécifiquement pour les employeurs, justement, on a deux offres avec URSSAF première embauche et la visite conseil. Alors, URSSAF première embauche, comme ça, le nom l'indique, hein, bien évidemment, c'est lorsque on a une première embauche et que on souhaite bénéficier d'un accompagnement, notamment pour se rassurer, notamment aussi pour avoir des informations qui sont vraiment délivrées par l'URSSAF, y compris si vous êtes déjà entouré. Mais c'est toujours important quand on est chef d'entreprise, de savoir comment ça fonctionne et de savoir aussi comment aller chercher des informations, savoir comment la réglementation est faite, comment elle évolue. Anne-Judith en a parlé tout à l'heure. Et puis, pour pouvoir aussi échanger, si vous avez un expert comptable, avec lui, parce que, bien évidemment, c'est un partenaire et vous devez échanger avec lui. Et donc, vous allez avoir des informations, une assistance pour les démarches en ligne, puisque il y a certains documents, votre expert comptable, de toute façon, il n'aura pas le temps d'aller les chercher chez vous. Alors, on pourrait parler notamment de l'attestation de vigilance, qui est une attestation qui prouve que vous êtes à jour de vos cotisations et dont vous avez besoin, notamment quand vous avez des fournisseurs, si vous louez des locaux, si vous faites, si vous répondez à un appel à projet, à un marché public, si vous faites de la co-traitance ou de la sous-traitance. Et dans certaines activités aujourd'hui, vos clients peuvent vous les demander aussi pour se rassurer eux-mêmes d'avoir affaire à une entreprise qui déclare et qui respecte les règles telles qu'elles existent en France. Donc, ça vous permet aussi d'avoir un contact personnalisé. Et puis, nous, de notre côté, ça nous permettra aussi d'avoir un suivi préventif sur votre compte au cas où il y aurait éventuellement quelques difficultés. Cet accompagnement, encore une fois, bien sûr, il est gratuit et il dure 12 mois. Alors, vous pouvez faire votre demande depuis votre espace en ligne. Il faut simplement savoir, c'est que si vous optez pour le TES, pour le titre emploi service entreprise, vous ne pouvez pas bénéficier de ce service URSSAF première embauche, simplement parce que
du côté du TES, en fait, c'est un accompagnement perpétuel et que on peut vous donner, les personnes qui travaillent au TES peuvent vous donner des informations et des conseils tout au long du moment où vous allez rester où vous allez déclarer vos salariés dans ce dispositif. Et puis la visite conseil, là on est encore sur une deuxième offre qui est vraiment liée aux nouveaux employeurs, puisqu'elle s'adresse spécifiquement aux employeurs qui ont un salarié depuis moins de 18 mois et qui ont moins de 11 salariés. Là aussi, c'est une possibilité pour vous d'avoir un expert de l'URSSAF qui viendra dans votre entreprise simplement pour vérifier les déclarations que vous effectuez et pour voir s'il n'y a pas peut-être un calcul un peu différent, une déclaration qui n'est pas tout à fait celle qu'il faudrait. Pour certaines cotisations et contributions, on sait que c'est souvent là-dessus qu'il peut y avoir des interrogations et que c'est pas aussi simple que ça. Donc c'est aussi un conseil que l'on fait. Bien évidemment, s'il y a des erreurs qui sont détectées, il n'y a aucun redressement. C'est vraiment de l'accompagnement et ça vous permet simplement de pouvoir justement le plus rapidement possible finalement pouvoir effectuer vos déclarations telles qu'elles doivent être faites aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un choix que vous pouvez avoir et qui, pour nous, est aussi une garantie d'accompagnement, d'être toujours au plus près et en proximité, que ce soit pour vous en tant que travailleur non salarié ou en tant qu'employeur, bien évidemment. Je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire et donc on va voir si on a des questions qui ont été posées pendant le webinaire. On verra in fine les sources d'informations que vous pouvez avoir et bien évidemment le rappel aussi de pouvoir voir ce webinaire en replay. Alors la régie nous passe des questions. Que je vais regarder puisqu'on les découvre en même temps. Alors, il y a une question sur les allègements pour les apprentis. Justement, dans quelles conditions de droit commun, comment on fait d'ailleurs pour calculer ces allègements? Alors, c'est dans les mêmes conditions, le droit commun, et il n'y a pas de prorata du SMIC, par exemple, comme on a pu parler tout à l'heure pour la réduction générale. D'accord. Il n'y a pas de prorata du SMIC pour les apprentis. Comme on a pu à un moment donné dire qu'on pouvait proratiser le SMIC pour un temps partiel, pour une entrée-sortie en cours de mois, voilà. Là, il n'y a pas de prorata du tout. Là, par exemple, dans l'exemple qu'on pourrait vous donner, c'est par exemple un apprenti qui est à temps plein, d'accord, dans une entreprise à 35 heures. La rémunération est fixée à 51% du SMIC. Oui, ça c'est en fonction de l'âge et de l'année de contractualisation. C'est un exemple. Le SMIC à retenir à la fois pour la réduction générale et les taux réduits d'allocation familiale et à la maladie, c'est le SMIC annuel. Pas de proratisation. Plein, comme si une personne qui travaillait, qui n'était pas en contrat d'apprentissage et qui serait au SMIC à temps plein. Exactement. Exactement. Ok, merci. On a aussi une question sur les allègements lorsque l'horaire contractuel n'est pas de 35 heures par semaine, mais de 34 heures 65. C'est très précis. Là, c'est exactement la même chose. Donc, on sait ce qu'on a dit aussi pour la réduction générale et pour la réduction des cotisations allocation familiale et assurance maladie. En cas de temps partiel, le SMIC est ajusté et il est proratisé. C'est-à-dire que, par exemple, pour un mois en 2025, on a dit que le SMIC mensualité de 1801,80 €. Donc, on va proratiser 1801,80 fois 34,65 sur 35 heures. D'accord. Voilà. Et ce sera ce SMIC-là qu'on prendra. Ce montant-là qu'on prendra. D'accord, très bien. On a une troisième question. Existe-t-il des aides ou des réductions de cotisation pour l'embauche d'un chômeur en fin de droit senior de plus de 60 ans? Alors, aucune exonération spécifique par rapport à ce cas de figure. Rien de spécifique. Par contre, la réduction générale. Tout à fait, Agnès. Dans les conditions de droit commun. Voilà, il n'y a pas de rien classiquement. Alors, on a une question sur quelles sont les obligations en termes de taxe d'apprentissage et comment la verser. Alors, c'est vrai que cette taxe d'apprentissage, il y a eu des évolutions aussi depuis 2-3 ans. Qui fait débat. Donc, en fait, la taxe d'apprentissage, elle est due par
tous les employeurs qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Voilà. Donc, la part principale de la taxe d'apprentissage, elle est à déclarer via la DSN. Alors, je crois que c'est le CTP 992, voilà. Et la part supplémentaire est à déclarer via une plateforme spécifique qui s'appelle Soltea. D'accord. Et c'est sur cette participation-là, sur la taxe supplémentaire, en fait, que l'on peut choisir l'organisme vers lequel on a envie de donner ce petit pourcentage en plus, notamment dans des lycées professionnels ou des centres d'apprentissage, ou tous les organismes qui peuvent recevoir cette taxe d'apprentissage. Tout à fait, c'est cette part-là. D'accord. Alors, on n'a pas d'autres questions. Très bien. Écoutez, peut-être simplement parce qu'on a été clair ou que vous pourrez retrouver l'ensemble des informations, bien évidemment, sur ce webinaire. Alors, qui sera mis en replay sur la chaîne YouTube URSSAF Aquitaine et qui vous permettra de retrouver aussi le diaporama. Et l'ensemble des réponses aux questions qui auront été posées. Donc, ça permettra de faire ça. Je vais remercier Laure Brasdil qui a répondu à vos questions. Je vais remercier Eva et Mélanie qui ont fait que ce webinaire a pu techniquement être réalisé. Bien sûr, Anne-Judith Bernard qui a participé largement à ce webinaire. Merci beaucoup pour votre intervention. Et puis, on va vous dire certainement à une prochaine fois. On espère que ce webinaire vous a apporté un certain nombre d'informations. N'hésitez pas encore une fois à faire vos retours pour que l'on puisse trouver d'autres sujets éventuellement qui pourraient vous intéresser. Et on vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.